Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Konkola sur la colline de l'Abbé. Merci de cette fidélité. Il est 22h et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Après Dar Salam, il y a quelques années, le scénario de viande pourrie se transporte à Koya. C'est une importante quantité impropre à la consommation enfouie sous terre que les citoyens déterrent pour mettre sur le marché et en consommer. Les suspects sont arrêtés. Le préfet défend momentanément la population, la consommation du foie et du poulet congelé vendus sur le marché. Air Guinée, le dossier continue de susciter des débats aussi bien dans les médias que dans les milieux politiques. Le dossier transmis à la CRIEF, Cellou Dalein Diallo engage sa justification. Un rapport d'audit de 2009 irrite la colère de Mamadou Silla, l'acheteur du Boeing. Le patron de Futurelec était ce matin dans les grandes gueules sur Espace. Qu'en est-il des endroits déguerpis des Conakriennes après les opérations? Les espaces attendent toujours d'être aménagés tels que promis par les autorités. C'est notre angle de ce soir et réalisé par Bernard Koundouno. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Une grande quantité de viande de foie et de poulet jetés puis récupérés pour être vendus sur le marché. C'est arrivé à Kakoulimaya, à environ 10 km de Wankifon. C'est une société non encore identifiée qui s'est débarrassée de ces produits saisis par l'escadron mobile numéro 23 de Koya dans la nuit du lundi au mardi. Les autorités locales déplorent ces comportements et appellent les citoyens à surseoir à la consommation des produits. Marissa Kamara, Djibril Kabak Kamara. Vous pouvez voir sur ces images du sang coagulé sur la viande de foie et du poulet, signe de la mauvaise qualité de cette viande comestible. C'est une société qui s'est débarrassée de cette quantité impropre à la consommation en l'enfouissant sous terre. Contre toute attente, c'est ce qui est déterré pour être vendu sur le marché. Cette dame a été prise main dans le sac, transportant ses foies au marché de 36. Elle nous explique les circonstances. Je ne savais pas ce qui se passait ici. C'est un homme qui m'a proposé de creuser pour que moi je récupère. On s'est entendu pour partager. Il m'a fait savoir qu'il a vendu le premier lot sans problème. Ces produits se sont effectivement retrouvés sur le marché. Les investigations ont permis de savoir que les populations consomment cette viande pourrie depuis 3 jours. Je dirais que les éléments qui ont enterré ces poulets et ces foies ici, ils n'ont pas très bien fait le travail, parce qu'ils n'ont pas creusé en profondeur. Indigné par cette situation qu'il qualifie de criminelle, le préfet de Koya a exigé l'ouverture d'une enquête. Il invite également la population à s'abstenir de la consommation de la viande de foie et de poulet pour le moment. Bon, je demande à la population de faire très attention. Nous allons faire une sensibilisation au niveau du marché de 36 et le marché de Koya et même Mafereya. Parce que bon, c'est difficile, on ne peut pas faire le discernement pour le moment entre ce qui est bon et mauvais. Le service contrôle qualité n'a pas été associé par la société d'importation, ce qui expliquerait d'ailleurs le mauvais travail. Sur le terrain, nous n'avons pas obtenu d'informations sur la dite société. Nous avons constaté le stock, nous avons vu que le stock était impropre à la consommation. Nous avons fait l'ordre de mission. Dès demain, nos agents de contrôle de qualité seront sur le terrain pour ramasser ces stocks. En attendant, une enquête est ouverte par la brigade de recherche de Koya afin de retrouver les coupables. De Koya, retournons à Conakry où les responsables du tribunal de première instance de Dixine ont échangé ce mardi avec les officiers de police judiciaire. L'objectif pour le parquet consiste à rappeler aux hommes en uniforme l'application des procédures pénales sur des personnes qui seraient en conflit avec la loi. Cette rencontre, faut-il le rappeler, est la suite logique de celle initiée par le procureur général près la cour d'appel de Conakry il y a près de 2 semaines. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara était de la partie, suivez le reportage. Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine sur les pas de Charles Wright a rappelé aux OPJ la nécessité de mettre fin aux abus
aux violations des droits humains. Telle est la volonté du parquet de Dixine, une zone relevant de son ressort. Le juge d'instruction saisi probablement sera amené à faire des commissions rogatoires et ce sont ces policiers et gendarmes-là qui seront utilisés pour dénicher ceux-là qui auraient, je mets mon verbe au conditionnel, commis ces infractions-là et afin qu'ils puissent répondre devant la justice de leur pays. L'avocat général près la Cour d'appel de Conakry a pris part à ce cadre d'échange qui concerne ces OPJ. Il leur témoigne son appui et leur signifie des nouvelles orientations du parquet général. Vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, le parquet général a procédé à l'habilitation des officiers de police judiciaire. Donc il était normal que M. le procureur de la République puisse échanger avec eux sur cette politique pénale. Dans une salle archi-comble, les OPJ suivent religieusement les enseignements. Réjouis, ils souhaitent que ce genre d'initiative se multiplie. Vraiment, on a acquis beaucoup de choses ici. Parce que tout ce qui a été dit ici, je pense que c'est dans l'intérêt du respect des droits humains et le respect du contenu des textes, c'est-à-dire le code pénal et le code de procédure pénale. La rencontre entre les responsables du tribunal de Dixine et ses officiers de police judiciaire intervient après celle de la Cour d'appel de Conakry où Alphonse Charles Wright, dans un ton menaçant, a insisté pour dire qu'aucune bavure ne sera tolérée. Je vous le disais au sommaire, en 2009, un comité d'audit mis en place par le CNDD a réalisé les opérations relatives à la privatisation de Air Guinée. Selon ses premiers audits, Mamadou Sylla aurait payé moins que ce qu'il devait à l'État guinéen. La même question revient avec la troisième transition à travers la Cour de répression des infractions économiques et financières mise en place par le CNRD. Joint par les animateurs des Grandes Gueules, Mamadou Sylla s'est défendu à Ali Badara Camara pour le décryptage. Transféré à la Cour de répression et des infractions économiques et financières, la privatisation des Boeing 707, 727 et 737 fait l'objet des débats dans les milieux politiques et des médias. Ces débats tournent spécifiquement autour de celui vendu à l'opérateur économique Mamadou Sylla à hauteur de 5 millions de dollars par l'État guinéen. Selon le rapport du comité d'audit et surveillance des biens stratégiques de l'économie guinéenne, l'ancien président du patronat doit 3 708 594 dollars. Joint au téléphone par des chroniqueurs des Grandes Gueules, Mamadou Sylla affirme avoir payé 2 millions de dollars pour débloquer la flotte en Israël. L'avion été bloqué pour 2 500 000 dollars. L'État, à l'époque, le gouvernement guinéen n'avait pas le moyen de payer l'argent. Vérifiez, les 2 500 000 dollars, demandez qui a payé ça. L'audit a été réalisé lors de la transition conduite par le capitaine Dadis. À l'époque, Dr Ousmane Kaba était choisi pour assurer les travaux. Le président du comité d'audit affirme avoir travaillé avec l'ex-directeur général du groupe Futurlec, Dembo Sylla. Mamadou Sylla ne partage pas cette information. C'est archi faux, il n'a pas demandé Dembo. Il n'a jamais rencontré Dembo dans ce sens, c'est archi faux. Dans ces éléments de réponse, le président de l'UDG fait mention d'une surfacturation dans la vente du Boeing 737. On m'a vendu l'avion plus cher, 2 fois plus cher. Il ne faut pas dire qu'on a dit l'avion, ça fait quoi? Dans cette relance des dossiers de la privatisation de la compagnie guinéenne, le président de l'UFDG, lui, y voit d'éventuelles contraintes politiques. Je ne me reproche de rien, a laissé entendre Cellou Dalein Diallo. Les antennes du Front National pour la défense de la Constitution menacent de poursuivre en justice d'autres membres de la coordination nationale. Et ils l'ont fait savoir ce mardi à la faveur d'un point de presse. Ces antennes locales qui disent ne pas reconnaître le nouveau bureau conduit par Oumar Sylla Fonike Mengue l'accusent de détournement de fonds mais aussi de mépris à l'égard des victimes de différentes manifestations contre le 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé. Ils lui ont également demandé au bureau qu'il qualifie d'illégal de s'abstenir de toute communication au nom du FNDC. Les détails avec André Mossier Milimouno et Alseni Camara. Abdoulaye Diallo a reçu une balle dans le thorax lors d'une des manifestations
organisé par le FNDC contre le 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé. Après plusieurs démarches auprès de la coordination nationale, il n'a pu obtenir de soutien. Il a dû débourser plus de 7 millions de francs guinéens pour ses soins. Je suis parti à maintes fois parler avec eux, où j'ai eu même Sano lors d'une plénière ici. Je l'ai informé et il n'a pas pris considération. Il me dit ok, après on va voir. J'ai appelé Seiko Yaya, qui a été clair. Il me dit actuellement, pour ne pas te mentir, pour l'instant, on n'a pas de fonds pour ça. Comme Abdoulaye Diallo, plusieurs autres victimes seraient ignorées et laissées sans soutien par la coordination nationale du FNDC, dénoncent les antennes locales du FNDC de l'intérieur du pays et quelques communes de Conakry. Elles accusent également la coordination nationale de gestion opaque, mais aussi de détournement de fonds. Nous avons exigé, avec effet immédiat, la prise en charge de toutes ces personnes victimes de ce combat. On ne peut pas continuer à regarder ces gens-là couchés avec les balles pendant que l'argent se trouve gardé dans un compte fantôme dont on ignore la connaissance. Parmi les décisions prises par ces antennes figure la démission de l'ensemble du bureau dirigé par Fonike Mengue, mais aussi l'interdiction à ce bureau de communiquer désormais au nom du FNDC. En attendant la démission du bureau national, le collectif demande avec insistance de s'abstenir de toute communication au nom du FNDC. Les antennes comptent également dans les prochains jours engager des poursuites judiciaires contre tous les membres du dit bureau pour, disent-elles, détournement des fonds du FNDC. Un bras de fer est donc engagé entre les antennes locales du FNDC et la coordination nationale en tête Fonike Mengue. Retour sur le tout premier incident enregistré lors de la première plénière du Conseil national de la transition. C'était hier lundi. Une altercation a éclaté entre le président de la séance et des conseillers. Tout est parti de la désignation par Dr Dansa Kourouban des personnes devant composer la commission de travail sur le règlement intérieur. Du CNT, Mamoudou Boulera Diallo nous revient sur les temps forts. Nous allons continuer la séance. C'est un coup d'essai qui était pourtant bien parti. Connu pour avoir la maîtrise sur l'essentiel des membres de la société civile guinéenne, Dansa Kourouban doit s'attendre donc à des voix dissonantes dans certaines mesures. Que ce soit la dernière fois, ce genre de conduite. Si vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole et vous respectez le temps de parole. C'est important. Vous avez développé beaucoup d'idées, on ne vous a pas coupé la parole. C'est quand votre temps est arrivé, la parole a été coupée. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. Il est important de tenir compte et de respecter ça. En attendant qu'il y ait le règlement intérieur, nous devons fonctionner sur la base du respect et de la manière dont la séance doit se passer au sein d'un Parlement. Le règlement intérieur n'étant pas fait, des conseillers s'estiment lésés dans l'exercice de liberté de ton au Parlement. Une institution parlementaire, pour ma part, ce n'est pas une mosquée ou une église, c'est une institution de débat et il ne me semble pas justement que élever le ton pour dire ce que je pense, pour insister sur ce que je pense, ne me semble pas par définition être de nature vexatoire. Et qu'à ce titre, je considère que peut-être que beaucoup devront apprendre justement à encadrer les débats et qu'à ce titre, il faut trouver un subtil équilibre entre l'autorité et la liberté des conseillers pour défendre leurs intérêts. Ce conseiller n'est pas le seul frustré lors de cette plénière. Le président du CNT est soupçonné du favoritisme. Cette conseillère en est bien convaincue. On a demandé des personnes volontaires. Moi, je me suis portée volontaire. Je pense que j'étais la seule femme qui s'était portée volontaire. Mais à mon fort étonnement, j'ai vu que c'est une autre personne qui a été choisie, qui ne s'est même pas portée volontaire. Voilà la cause de ma frustration. Le délai de la transition n'est toujours pas connu. Les conseillers s'apprêtent à rencontrer les citoyens à l'intérieur du pays. Il faut tout faire pour éviter la guerre des clans au Parlement, prévient un conseiller. Madame, veuillez couper le micro. Ça m'a frustré, monsieur. S'il vous plaît. Ça m'a frustré. Merci beaucoup. Veuillez couper le micro.
Voilà que ça démarre bien au Conseil national de la transition. En Zérekoré, le gouverneur de région a eu une rencontre d'urgence ce matin avec les élus locaux. La rencontre qui s'est penchée sur l'insécurité qui refait surface dans la ville a réuni le préfet, le maire et les chefs de quartier. Notre correspondant régional a assisté à cette rencontre. Suivez son reportage. Bien sûr, c'est Bitien Lama. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat. Elle a regroupé les forces de défense et de sécurité, plus les chefs de quartier de la commune urbaine. Selon le gouverneur de région, l'objectif de cette rencontre est de trouver une réponse à l'insécurité qui sévit actuellement dans la ville de Zérekoré. C'est de créer un climat de sécurité dans la région, surtout précisément dans la ville de Zérekoré, où le banditisme renaît, fait surface actuellement dans la préfecture, dans la région de Zérekoré. Donc, je ne peux pas rester indifférent sans faire face, sans convoquer les élus locaux qui doivent donner les informations partout dans le monde entier. Ça se passe comme ça. Pour le maire de la ville, les patrouilles dans les quartiers doivent revenir. Avec les chefs de quartier, nous avons mis en place un système de patrouille. Les patrouilleurs doivent avoir des badges qui sont signés par la commune urbaine de Zérekoré et qui est mis à leur disposition. Et chaque nuit, de façon tardive, ces groupes de jeunes sortent et où ils se campent à un carrefour, où ils rentrent dans les quartiers, je dis bien, munis des badges, pour qu'ils veillent. Toute personne qui va être de façon indélicate dans les quartiers en train de se promener, soit avec une arme blanche ou une arme de guerre ou autre, pour qu'il soit interpellé, pour que des dispositions soient prises contre cette personne. Quant aux chefs de quartier, ils promettent de collaborer avec les agents de défense et de sécurité. Il nous a édifié dans nos quartiers de voir où on voit qu'il y a des bandits, de signaler à la sécurité. Et ce n'est pas pour dénoncer quelqu'un, mais quand on est chef de famille, on doit veiller sur sa famille. Je suis prête à collaborer avec eux. Même avant la réunion, on travaille avec la sécurité. Quand on se sentait menacé, on faisait appel à la sécurité et ils nous répondaient. À rappeler que cette rencontre intervient au moment où des tirs à l'arme automatique ont eu lieu la nuit avant dans certains quartiers de la ville. Merci Moïse Bitien Lama depuis Zérekoré. La floraison des cliniques privées en Guinée, on en parle. À Conakry, elles poussent comme des champignons. Selon le constat, bien sûr, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une clinique privée qui opèrent en leur sein? Sont-elles toutes dans les normes? Offrent-elles des soins nécessaires? Nos reporters Justin Leno et Aliouba ont tenté de comprendre la situation. Suivez. Mamadou Bobo Baldé est clinicien et membre de l'Ordre national des médecins de Guinée. Il explique pourquoi il a ouvert un espace de santé privé. C'est pour accompagner l'État et donner des soins de qualité à la population. Mamadi Kaba le soutient. Ce lundi, il est venu avec son garçon malade. Ces raisons, il ne les cache pas. C'est de vouloir aller à Donka ou à Ignacidine, voir l'embouteillage et les souffrances que nous subissons. Donc on préfère venir dans les cliniques privées. Kankou Keita attend un enfant. Elle regrette que la gratuité de la césarienne, le traitement du paludisme ne soit pas une réalité dans les hôpitaux publics. Elle préfère venir dépenser ici dans cet espace de santé privé. L'État à lui seul ne peut pas y arriver. Il doit vivement les accompagner. Mais dans certaines cliniques privées, ce n'est pas aussi le pire partout, ce n'est pas aussi le meilleur partout. Ces médecins dénoncent celles qui évoluent dans la clandestinité aux conséquences souvent dangereuses. Tu as une pathologie d'ordre chirurgical qui ne relève pas de tes compétences. Et même si tu es compétent, tu n'as pas le matériel requis, tu n'as pas une salle requise, le bloc requis, il faut référer. Pourtant, pour ouvrir une clinique privée, il y a bien des préalables à respecter. Il faut être d'abord un médecin assermenté et avoir ici un diplôme de la médecine et participer ici à l'ordre des médecins. Il y a quelques mois, Massila a trouvé la mort après une opération dans une clinique privée à Anta, non enregistrée à l'Ordre national des médecins de Guinée, nous apprend-on. Nous allons créer
une section disciplinaire au sein de la direction nationale qui va s'occuper de leur cas pour qu'on ne veut plus vivre le cas de la regrettée Massila en Guinée. Autre préoccupation sociétale, les incendies deviennent de plus en plus récurrents dans les ménages en Guinée, notamment à Conakry. Les causes sont multiples, parmi lesquelles la mauvaise installation électrique, ce qui s'explique souvent par l'inexpérience des techniciens ou le manque de maintenance du réseau électrique. Rosaline Goto Monemu, Ibrahima Sori Sengsouma. Encore ce lundi, c'est toute une famille, le père, la mère et ses 2 enfants, tous morts dans un incendie à Koya. Raison évoquée, le court-circuit. Rien ne l'atteste, car les enquêtes ouvertes ne sont jamais bouclées. C'est donc une explication qui revient dans la plupart des cas d'incendie. L'accusation n'est cependant pas fortuite. Plusieurs facteurs expliquent ces courts-circuits. Il y a par exemple la mauvaise installation électrique et la vétusté des installations. Par exemple, quand nous prenons une section de 1,5 m², la section là, c'est uniquement pour les lampes. Tu as vu, quand nous prenons aussi d'autres sections comme 2,5 m², c'est uniquement pour les prises. Tu as vu, il faut que vraiment vous les répartissiez comme ça. Ça peut au moins éviter, c'est-à-dire ce qu'on appelle un court-circuit. Pour éviter les incendies dans les ménages, ce professeur d'électricité invite la population à faire recours aux spécialistes en la matière en cas de besoin. Il trouve que ces derniers ont été formés pour la réalisation des installations domestiques et sont censés respecter les normes internationales. Quand vous avez des spécialistes qui ont appris, c'est-à-dire ces métiers comme ces étudiants qui sont en face de vous, et ils ont quelques notions en électricité, ils peuvent vraiment marcher sur les normes internationales pour juste pouvoir vous satisfaire. Il pense que si le réseau électrique est bien traité, les installations à leur tour seront protégées. Cependant, il trouve que la Société d'électricité de Guinée est absente sur le terrain. Le désert est là, vraiment, ils ne font que dormir, parce que la maintenance est là, dans les poteaux. Vous voyez nos réseaux électriques, bon, vous allez voir vraiment des fils qui sont là-bas, vraiment, c'est des installations qui sont vétustes depuis combien d'années? Vraiment, l'entretien n'est pas là, tu as vu, et ça aussi, ça peut répercuter directement à des installations domestiques. Dans d'autres pays, la réalisation des installations domestiques est souvent confiée à des entreprises spécialisées, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, une réalité qui devrait changer selon des observateurs. Allons à présent plus près de la population, bien sûr dans les quartiers, situés entre Ankosenk et Koza dans la commune de Ratoma. Soumambossia est l'un des quartiers les plus en manque d'infrastructures publiques. Pas d'école publique, pas de terrain de football, aucun lieu de loisirs pour la jeunesse de ce quartier. Les quelques rares domaines réservés de l'État sont aujourd'hui bradés par certains citoyens, même des autorités. Le constat de nos reporters Aminata Will Souma et Yacouba Traoré qui se sont rendus dans ce quartier. Suivez leur reportage. Ce que j'ai à dire pour le gouvernement d'apporter à nous les enfants de Guinée pour puisse nous préparer un avenir meilleur dans le futur. Nous sommes à Soumambossia, un quartier de Ratoma. Ici, les habitants souffrent d'un manque presque de tout. Pas d'infrastructures publiques, les jeunes sont obligés de jouer dans la rue par manque de terrain de football, chose qui entraîne très souvent des accidents de la circulation. Sinon, tous les jours, vous assistez à un accident. Si nous avons ces espaces-là, nous allons programmer la construction peut-être d'écoles et les infrastructures de base. Pas de plafond, le soleil pénètre des salles de classe déjà poussiéreuses et juste à quelques mètres se trouve le cimetière du quartier qui reçoit à tout moment des corps sous le regard des petits-enfants. Les salles sont en quelque sorte exiguës. Bon, l'infrastructure n'est pas là. L'école a été construite par la communauté. Premièrement, d'abord, on n'a pas des écoles publiques ici. C'est les écoles privées seulement qui sont là. Et on a des enfants qui doivent étudier. Ça nous fatigue. Cette école franco-arabe regroupe des élèves parfois venus de loin. Par moments, ils sont obligés d'utiliser l'argent destiné à s'offrir un petit déjeuner pour en faire leur transport. Je marche une distance de chez moi jusqu'au carrefour pour arriver à Koza aussi. Arriver là-bas, j'emprunte
un autre taxi aussi pour arriver ici, tout ça là. Donc, ça nous fatigue un peu. Les maux dont souffrent les habitants de Soumambossia ne laissent pas le chef de quartier indifférent, car chez lui, le sillage se trouve sous ses manguiers. À la question de savoir qu'en est-il de la situation des zones réservées, il nous répond. Oui, mais c'est un espace d'1 hectare que l'État a octroyé au futur quartier en prévision de création. Heureusement, Dieu faisant, Soumambossia a été érigé en quartier. C'est ici que ces femmes cherchent de l'argent pour parvenir à payer les frais d'études de leurs enfants. Inscrits dans les établissements privés de la zone, elles sont obligées d'y passer la journée, même si ce marché est implanté sur un espace de la zone réservée du secteur. Merci Aminata Wilsouma pour ce reportage. De nos jours, à Conakry, plusieurs enfants non scolarisés pratiquent de nombreuses activités pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, notre rédaction s'est intéressée aux cireurs de chaussures âgés à moins de 10 à 19 ans. On retrouve ces enfants dans les rues du centre-ville avec leurs sacs au dos, contenant d'ailleurs leur matériel de travail et des petits morceaux de fer à main qu'ils tapent pour attirer l'attention des clients. Yene Bemba Koulibaly, Ibrahima Souri Kamara. Visage innocent, sac à dos contenant des matériels de travail, il est sur pied depuis 6 heures du matin. Abdoulaye Diallo est cireur de chaussures à Conakry depuis 2 ans. Venu de l'Abbé, il sillonne quotidiennement les quartiers de Koza à la recherche de clients. Rencontré en train de laver et cirer les chaussures au grand carrefour de Koza, ce jeune homme explique pourquoi il n'a pas continué ses études. J'ai fait les études jusqu'en 4e année. Entre-temps, mes parents sont décédés. Donc, je n'avais personne pour la prise en charge de mes frais scolaires. J'ai décidé de venir à Conakry pour me débrouiller. La chaleur est accablante en ce début d'après-midi. Ce moment est choisi par Abdoulaye Diallo pour prendre une pause et reprendre son souffle. Ce garçon de 19 ans explique les difficultés de sa profession. Il y a certains clients qui sont dociles, d'autres un peu difficiles. Cette activité est pleine de foutaises, mais il faut du courage. Son travail consiste à laver, cirer ou coudre des chaussures. Il lui arrive de gagner 30 à 40 000 francs guinéens par jour. À part sa dépense journalière, il s'efforce à thésauriser avec un seul rêve en tête, devenir commerçant un jour. Étant un homme, il faut chercher du travail. Par contre, je mène cette activité juste pour avoir un départ. Je souhaiterais faire soit le commerce ou un autre métier pour m'assurer un meilleur avenir. Comme Abdoulaye Diallo, des dizaines de jeunes sont devenus cireurs de chaussures à Conakry. À la question de savoir d'où viennent-ils, ils répondent invariablement le Fouta. Un clin d'œil à Mamou, la ville Carrefour qui produise beaucoup plus de cireurs pour Conakry et l'intérieur du pays. Le décès de Nyouma Koivogi, directeur général de l'Interpol Guinée, organisation internationale de police criminelle, plonge sa famille dans une profonde tristesse. Les membres de sa famille se sont réunis hier lundi à la Minière, dans la commune de Dixine, pour les condoléances d'usage. Une occasion pour son frère de revenir sur la cause de sa mort avant de déplorer une publication sur les réseaux sociaux indiquant que Nyouma Koivogi serait mort d'une crise cardiaque. Mariama Fodé Camara. Décédé dimanche dernier à Conakry, le directeur général d'Interpol Guinée souffrait d'une maladie depuis son enfance, selon sa famille. Parents, amis, proches et collaborateurs étaient présents ce lundi à la maison mortuaire pour compatir à la douleur de la famille. Son frère revient sur les circonstances de sa mort. Ce qui s'est passé, il était en Côte d'Ivoire. Donc on a découvert en lui une sorte de kyste dans son estomac depuis l'enfance, parce qu'il avait un ballonnement. Il m'a dit, on m'a découvert ça, mais il n'y a pas de spécialiste en Guinée pour ça. Donc il a fait une première intervention, il est rentré en Guinée. Il restait maintenant la deuxième phase. Il est reparti, il a fait la deuxième phase. Il a vomi il y a 6 mois comme ça du sang. Il dit, mais pour du vomi, il dit non, que les docteurs ont dit que ça fait partie du traitement. Donc il a vomi du sang. C'est hier encore maintenant, il a vomi
pour une deuxième fois. C'est ce qui a été fatal pour lui. Une indignation vient s'ajouter à la tristesse et au choc de la famille. Sekou Koivogi déplore l'attitude d'un blogueur qui, selon lui, aurait relayé de fausses informations sur le décès de son frère. Des informations selon lesquelles le DG d'Interpol serait mort d'une crise cardiaque à la suite d'une altercation avec le directeur général de la police. Un certain Damaro, que certains disent Kanté aussi, qui a fait une vidéo, un blogueur, qui est en train de publier les conditions dans lesquelles mon jeune frère est décédé. Tout ce qu'il a relaté, c'est du mensonge. Mon jeune frère n'a jamais fait un arrêt cardiaque. Mon jeune frère, il n'y a pas eu d'altercation aussi sérieuse qu'il pense entre le directeur général de la police et mon jeune frère. Les proches de Niouma Koivogi ont du mal à accepter sa mort si soudaine. Son ami se dit trahi par le départ de celui qu'il appelait affectueusement son jumeau. De l'enfance jusqu'au samedi nuit, quand il est en Guinée, on est tout le temps ensemble. Je suis trop dépassé et m'a trahi. Niouma Koivogi était commissaire divisionnaire de police avant de bénéficier de la confiance des nouvelles autorités guinéennes qui l'ont nommé au poste de chef de BCN Interpol. Sincères condoléances donc à la famille Koivogi de Gekedou à Sokoro, paix à l'âme du défunt. Agir pour la promotion du football local est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement de Palaga, district de Massi, dans la préfecture de Mamou. Et une deuxième édition du tournoi de football qui va se dérouler du 6 février au 6 mars 2022 au stade de Koloma Solo Primo, dans la commune de Ratoma. Marissa Kamara commente les images de Tcherno Sadouba. C'est un tournoi de football dédié à la jeunesse de la préfecture de Pita. L'ambition de cette association est de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le football à la base. Pour cette édition, nous avons 6 équipes et toutes les équipes viennent soit de la sous-préfecture de Massi ou de la sous-préfecture de Gongoré. Donc comme nous l'avons dit, c'est un tournoi qui est réservé aux 2 sous-préfectures, de façon particulière en général à la préfecture de Pita. Il n'y a pas seulement que le football. D'énormes projets ont été réalisés pour encourager la jeunesse de Massi à s'émanciper. On a réalisé beaucoup de projets avec l'équipe qui dirigeait 2012 à 2018. On a réalisé beaucoup de projets. On a pu construire une boulangerie, on a pu construire des écoles financées par l'ambassade du Japon, le gouvernement du Japon. Donc en ce temps, je suis le trésorier de la ZDP. Cet entrepreneur a été séduit par les projets de développement de l'association en faveur de la localité de Massi. Il n'a pas hésité de l'accompagner. Ça me fait plaisir. D'abord, je dis merci à l'équipe, à toute l'association des ASI-DP de Palaga. C'est une association qui a créé, ça fait longtemps, et il continue aujourd'hui. Vraiment, c'est grandi. Ils ont fait beaucoup de projets. Donc, je les demande de continuer et je les encourage. Ce tournoi va durer 1 mois et il mettra aux prises l'ensemble des équipes de la sous-préfecture. À présent, place à notre angle. Plus d'1 an après le premier lancement officiel des opérations de déguerpissement à Conakry, les victimes crient toujours à l'injustice. Depuis ce déguerpissement, les espaces sont restés sans être aménagés comme l'avaient promis les autorités lors du lancement des opérations. Bernard Koundouno et Alseni Kamara sont passés sur les traces des machines. C'est le grand angle de la rédaction. Suivez. C'est en février 2021 que le gouvernement guinéen, par la voie du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, alors dirigé par le ministre Ibrahima Kourouma, a lancé les travaux de déguerpissement des emprises publiques à Conakry. Partout, le ministre se montrait ferme quant au suivi et la réhabilitation des zones déguerpies. À Kaloum, c'est avec cette même détermination que les responsables de la mairie ont démoli les encombrants physiques le long des routes. Après le centre-ville, les différentes mairies ont emboîté le pas. À Matoto, Mamadouba Tos Kamara s'est attaqué au grand centre de négoce de Sangoya, qui a été l'une des premières étapes des opérations.
Ici, les machines ont tout ravagé sur leur passage. La seule promesse des autorités lors de ces opérations, aménager ces lieux pour des fins d'utilité publique. Ce qui nous bloque un peu aussi dans les opérations, le fait qu'on déguerpit et il y a des espaces qu'on doit aménager. Une année après, voici l'image que présente cet espace non loin de l'autoroute à Sangoya. Lors du déguerpissement, le maire avait promis son aménagement en un espace vert pour des causes d'utilité publique. Aujourd'hui, les personnes déguerpies déplorent le non-respect des engagements. Moi, je crois que la commune devrait prendre sa disposition, même pour faire des petits remblais. La route est un peu petite. Suivant quand les véhicules tombent en panne, il faut qu'ils s'arrêtent sur la route. Si ici était bien aménagé, on pouvait pousser un peu, le véhicule gare, les gens passent librement. Lors du déguerpissement, il y a eu le boussage des égouts, le sable, avec les bétons dans le caniveau juste en face de nous. Donc pendant la saison des pluies, on a eu l'impact ici, les cours qui sont en face des lieux qui ont été déguerpis. Donc l'eau déborde, ne suit plus son cours normal dans les caniveaux. Contrairement à Ousmane Kamara, Ibrahima Moussoukoro Keïta salue l'acte de déguerpissement, même si l'espace est laissé pour compte après avoir interrompu les activités économiques des citoyens. Quant à moi, ça va droit au cœur. Parce que sur la haute tension, moi je pense qu'on ne peut rien faire sur la haute tension. Parce que la haute tension, tout le monde connaît, c'est très difficile à vivre en bas de la haute tension. Alseni Kamara est taulier. À la tête d'un groupe de déguerpis à Sangoya, il accuse le maire de les avoir injustement déguerpis sans aucune raison valable. Nous sommes très distants de la route. Mais quand les autorités ont annoncé le déguerpissement des voiries publiques, le maire a visé cette zone. Et il nous a déguerpis. Aujourd'hui, rien n'est fait sur ces lieux. Ils ont tenu des promesses qu'ils n'ont jusqu'à présent pas réalisées. Ce jour-là, plusieurs personnes avaient dénoncé le manque d'informations. Sans avertissement, gâté comme ça, là, vraiment, ça n'est pas me plaît. Vraiment, il a gâté tout mon marchandise, tout l'objet qui est là, il a gâté tout. C'est pas bon comme ça qu'on voulait. Même 30 minutes, Ils n'ont pas donné du temps aux gens pour quitter les lieux. Ils nous ont dit de partir tout simplement. Tous nos conteneurs sont détruits. Nous ne sommes pas contre cette idée, mais ils doivent construire des marchés pour nous. Le président doit nous venir en aide. Toutes mes marchandises sont détruites. Depuis la présentation sur les réseaux sociaux de la maquette du plan d'aménagement d'un espace vert à Sangoya par la mairie de Matoto, le projet est resté sans suite. Pour Mamadou Batos Kamara, ce retard de l'exécution des travaux est lié au changement de régime. Merci Bernard Koundouno pour ce grand format de ce soir. À présent, je vous invite à suivre notre rubrique Public Reportage. Et quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve vendredi prochain. Au revoir. Retrouvez Binta Boubacar demain à 22h, mais aussi à 19h45. Mariama Foudé Kamara. Au revoir. Ce sont des infirmiers d'État, des sages-femmes, des techniciennes de santé publique et de laboratoire. Plus d'une centaine d'étudiants qui ont achevé leur formation sanctionnée ce week-end par un diplôme qu'ils vont pouvoir brandir partout où besoin sera. De nos jours, le ratio médecins-infirmiers, à ce jour, nous sommes à plus de 1200 diplômés au niveau de Conakry, dont plus de 80% de femmes. Et avec le dernier concours d'accès à la fonction publique, nous avons eu 70% d'admis avec nos premières promotions.
Cette remise de diplôme est le fruit de multiples efforts consentis. Elle marque la fin d'une étape et le début d'une autre pour ces étudiants appelés à se faire valoir dans tous les domaines de la santé publique. Au nom de tous les étudiants, nous vous promettons d'être des agents exemplaires, compétents et compétitifs sur le marché d'emploi au service de notre cher pays, la Guinée. Pour terminer, nous témoignons notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit de nos encadrés dans les sites de stage. Je vais parler de l'ensemble des structures sanitaires du pays, de nos professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de notre formation théorique et pratique. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle invite les récipiendaires à valoriser le métier qu'ils vont désormais exercer. Aux heureux récipiendaires, je vous invite à faire bon usage de vos diplômes afin de valoriser l'école privée de santé Les Sauveurs, ainsi que le métier pour lequel vous allez désormais exercer et en faire carrière pour votre propre bonheur, celui de vos familles respectives et de la nation guinéenne tout entière. Agréée en 2009 à l'image de plusieurs autres écoles professionnelles du pays, l'école privée de santé Les Sauveurs fait la fierté du département pour le sérieux qui caractérise son fonctionnement et la qualité de l'encadrement et de la formation des apprenants, ce qui se traduit par l'excellence des résultats. L'objectif de cette conférence est d'orienter les jeunes sur leur avenir et projets de vie, susciter en eux le désir d'entreprendre. Ils sont plusieurs entrepreneurs de différents secteurs à prendre part à cette première étape du projet Oser entreprendre de l'ONG Univers Jeunes en vue d'inciter d'autres à créer des projets porteurs. Il est temps que les jeunes Guinéens pensent à prendre leur destin en main. Il faut qu'ils contribuent au changement de ce pays. Les jeunes Guinéens doivent savoir que c'est nous qui devons changer ce pays et non pas quelqu'un d'autre. À travers ce projet Oser entreprendre en Guinée, nous voulons qu'en 5 ans, 10 ans, la Guinée soit la capitale mondiale des entrepreneurs. Et pour gagner ce pari, c'est maintenant qu'il faut commencer. Promouvoir l'entrepreneuriat, faciliter l'accès au financement et autres crédits facilitant le démarrage des projets des jeunes. Après le lancement de son premier projet appelé Concours Jeunes Entrepreneurs Juniors le 10 janvier dernier, des conférences-débats dans 4 universités de la capitale ont été animées. Une manière de permettre l'accès à l'emploi à 6 jeunes diplômés sans emploi. L'ambition est donc d'inviter le gouvernement à déployer des moyens d'accompagnement à l'endroit des jeunes désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis venu ici aujourd'hui pour donner mon expérience, mon parcours à ces jeunes étudiants qui sont là, les expliquer comment j'ai fait pour arriver là où je suis aujourd'hui. L'État ne peut pas tout faire. L'État est là pour impulser. L'État, c'est comme une allumette. Mais ensuite, pour que ça prenne feu, il faut que les citoyens, il faut que les jeunes, les vieux, tout le monde, d'ailleurs, n'utilisons pas le mot jeune, utilisons le mot guinéen africain. Nous devons évoluer dans l'entrepreneuriat. Redonner confiance aux jeunes pour qu'ils réalisent leur envie d'entreprendre, les panélistes ont chacun expliqué aux jeunes en quoi l'entrepreneuriat en est une voie envisageable à travers notamment des témoignages d'entrepreneurs d'où les jeunes peuvent s'essayer. Mon projet c'était sur l'élevage de poulets et sur 1000 têtes qui se réfère à Koya. Que faut-il alors pour inverser la tendance? À travers ce projet, nombreux sont des jeunes qui croient qu'oser entreprendre en Guinée est une perspective d'avenir. Donner accès à des formations d'action à chaque jeune pour qu'ils puissent faire émerger leurs projets et acquérir des compétences entrepreneuriales ont entre autres été débattus. Fruit d'un partenariat entre l'entreprise Tidjane Agriculture et la Fédération des maraîchers de la Basse-Guinée, ce champ école situé à Foulaya Modia permet aux producteurs de s'inspirer de la modernisation des techniques. L'objectif visé, c'est pour permettre aux producteurs maraîchers de faire le choix variétal en maraîchage pour le cas de la tomate. Nous avons 2 variétés qui sont expérimentées ici, la variété Mongale et la variété Cobra. Plusieurs acteurs du monde agricole, notamment les producteurs maraîchers, ont pris part à cette journée porte ouverte
sur le choix variétal cas de la tomate mongole ce lundi. On a fait venir l'ensemble des leaders producteurs au niveau de la Basse-Guinée pour qu'ils puissent vraiment voir le comportement de chaque variété afin de faire un bon choix. La Cobra aujourd'hui présente plusieurs avantages. Non seulement le fruit est résistant, on peut le récolter et le placer pendant 7 jours sans se détruire. Deuxièmement, elle a beaucoup plus de chair que la variété Cobra. Cette initiative est l'œuvre de Tidjane Agriculture en collaboration avec des organisations paysannes maraîchères de la Basse-Guinée. En dehors de Kindia, Tidjane Diallo compte poursuivre aussi la dynamique dans les autres régions du pays. Kindia et Bokeh, nous avons vraiment acquis pas mal de paysans qui sont en train de travailler avec nous et qui ont des résultats. Et je pense qu'à l'avenir, nous aurons à aller dans les autres régions naturelles. Ce qui est sûr, c'est que la bataille qui a débuté, on va la mener. Nous nous attendons à un autre produit qui va accompagner tout ce paquet que j'ai. Et sur plaît à Dieu, quand ce produit sera là, on aura, c'est un biofertilisant, on va donner la possibilité aux gens, aux producteurs qui veulent exporter. On va leur donner la possibilité de produire et pouvoir exporter sur les normes. Ce cadre du ministère de l'Agriculture a assisté à la première récolte des tomates. Il a trouvé les résultats satisfaisants. Ça a donné effectivement un très très bon résultat. Donc ici au niveau central, nous, ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer des genres d'initiatives. Au terme de cette journée, il a été rappelé que la tomate de variété mongale est beaucoup plus cultivée aujourd'hui dans toute la Basse-Guinée. Mais elle n'est bonne qu'au moment des grandes pluies. Tout le reste de l'année, c'est la variété Cobra qui se porte mieux. Mais cette variété est méconnue par les producteurs maraîchers de la région. Ce mois-ci, sur Calac Radio, chacun fait ce qui lui plaît. 7h, 9h, le Grand Réveil vous offre chaque jour des week-ends exceptionnels dans un endroit magique sur les îles pour 4 personnes. Découvrez la sensation de liberté avec MAM Location dans les îles. Calac Radio, la radio qui vous fait du bien.